Ça va venir. Ça va démarrer du coup. Bonjour à tous. Donc, juste, je vais commencer un petit peu par une petite présentation. Donc, moi, c'est Florian Grado. Je travaille sur IBMI depuis 2009. J'ai fait, ça fait à peu près 16 ans que je travaille sur la plateforme. Donc, j'ai rejoint les rangs de Gaia Volubis il y a 2 ans. Donc, Gaia Volubis, hein, pour juste faire un peu le tour, c'est une entreprise qui fait surtout de l'expertise IBMI. C'est vraiment pure player IBMI. Formation du coup débutant ou perfectionnement en fonction des besoins. Et un centre de service TMA, donc pour si vous avez besoin de ressources supplémentaires sur une certaine durée, voilà. On peut vous accompagner là-dessus. Donc Gaia Volubis, c'est vraiment la même société, ça permet d'avoir autant l'expertise IBMI et la formation en même temps. Je fais partie du Common, Gaia également, mais dans le bureau du Common. Donc, par exemple, là, cette année, on a organisé tout ce qui est Battle Dev, la Power Week, justement, un petit peu aussi. Donc, voilà, c'est un peu pour faire le petit tour. Pour commencer sur le sommaire, donc sur les signatures XML, donc c'est comment faire les signatures numériques sur la plateforme IBMI. Donc, au départ, je vais commencer par une petite intro pour rappeler un petit peu les termes, tout ce qui est gestion de clés, certificats, autorité de certification. Ensuite, les concepts fondamentaux, donc qu'est-ce que le chiffrement, la signature numérique, enfin, un peu les concepts de comment ça se passe et dans quel ordre faire les opérations. Ensuite, je montrerai un exemple de mise en œuvre, vraiment étape par étape sur l'IBM. Puis une petite conclusion, parce qu'il faut toujours une petite conclusion. Hop. Donc en intro, pourquoi signer des XML? Donc en gros, déjà, la signature numérique, ça sert surtout vraiment à prouver l'émetteur du XML qui a envoyé en fait l'XML. Ça permet vraiment de gérer l'intégrité des données. Ça veut dire vérifier que quelqu'un n'a pas modifié les données entre-temps ou les a pas altérées. En gros, le XML, il a été signé. Si au moment du contrôle de signature, c'est différent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé et qui a remis des choses dedans. La non-répudiation, donc là, c'est une fois qu'on a signé le XML, on ne peut pas dire c'est pour moi. C'est un petit peu comme quand on a signé devant le notaire, à un moment donné, on a signé. on ne peut plus revenir en arrière. L'équivalent un peu des signatures numériques pour tout ce qui est JSON, de toute façon, c'est le JWT. Là, c'est l'autre partie, là, c'est vraiment la partie XML. Alors, généralement, quand on va faire de la signature XML, ça va être on va dire, c'est que soit il y a un fournisseur ou quelqu'un qui vous a demandé spécifiquement ça, mais c'est pas forcément directement, on va se dire, tiens, du jour au lendemain, je vais faire une signature XML en API. Petit rappel du coup sur les clés, tout ce qui est clés privées et clés publiques. Donc c'est vraiment un couple de clés. Elles sont toujours dissociables. Voilà, elles sont les deux. Je connais quelqu'un dans la salle qui me disait c'est la serrure et la clé, en gros, ça va ensemble. C'est comme on disait en métaphore. Donc la clé privée, elle sert à signer ou à déchiffrer. On verra dans. Des fois, elle peut servir à signer, des fois, elle peut servir à déchiffrer. Faut bien la garder secrète. Ça, c'est pas vraiment pas divulgué. Il faut vraiment la mettre dans un répertoire caché et puis avec des droits qu'il faut. Connue uniquement par le système, donc il faut vraiment la cacher. La clé publique, elle, c'est différent, c'est que bon, elle sert à vérifier la signature et à chiffrer le message. Mais celle-là, généralement, c'est celle qu'on partage avec le certificat. Bon, j'ai d'autres exemples sur les métaphores, mais en gros, la clé privée, c'est le stylo en fait avec lequel on signe. La clé publique, c'est un peu votre numéro de téléphone qui circule voilà, dans ta bouche. À ne jamais stocker ensemble, de pair, donc c'est très important. Les certificats. Donc là, c'est un peu la carte d'identité de la clé publique. Donc lui, il contient différentes choses, donc la clé publique, l'identité du propriétaire, donc l'entreprise, etc. La signature d'une autorité de certification ou autosigné, ça dépend en fait si c'est un certificat autosigné de l'entreprise ou pas. Et la période de validité du certificat. Lui, il sert à prouver en fait que la clé publique appartient bien à l'entité qui est mentionnée dans le certificat grâce. Un petit rappel sur les autorités de certification, donc les CA souvent. On retrouve dans les pages web avec le petit cadenas en haut à gauche. Donc, le cliquer dessus. Donc ça, c'est un organisme, je disais, public ou privé, parce qu'on peut avoir des autorités de certification privées internes. Et public, donc ça, c'est vraiment souvent, c'est les autorités routes, on va dire, qui sont
connues un peu de tous les navigateurs. C'est un peu elles qui vraiment, elles attestent en fait que le certificat, voilà, la clé publique appartient bien à cette personne. C'est un peu, pour reprendre l'histoire du notaire, c'est vraiment le notaire qui vous fait signer en fait. C'est lui qui atteste et qui dit, c'est vraiment le produit, voilà, c'est vraiment à cette personne et cette entité. Voilà, c'est juste pour un petit rappel vraiment sur les concepts généraux. J'ai fait juste une petite slide, en fait, enfin 2 slides même sur la différence entre le chiffrement et la signature numérique, parce que des fois on peut confondre un petit peu les deux. Je suis d'accord, il y a un petit lien, mais le chiffrement, c'est vraiment pour cacher le message. Ça veut dire qu'on va chiffrer le message pour pas qu'il soit lisible de n'importe qui. Et celui qui va recevoir le message, lui, il aura la clé privée pour pouvoir décoder. Là, pour le coup, le chiffrement, on le fait avec la clé publique, et c'est celui qui a la clé privée qui peut décoder. La signature numérique, elle, c'est un peu différent, c'est que donc, elle prouve qui a signé. C'est vraiment dire j'ai signé, voilà, c'est moi qui ai envoyé le XML, et on prouve qu'il n'a pas été modifié. Donc le signataire crée l'empreinte. Donc en gros, le principe, c'est que ici, on va créer une empreinte, donc un hash ou un digest, ça dépend comment on les appelle dans les différentes notions. On va en gros réduire le XML en une chaîne de souvent de 44 caractères. C'est cette chaîne-là qu'on va mettre dans une balise XML qu'on va signer après. C'est pas vraiment tout le XML qui est signé, c'est l'empreinte qu'on va signer. Donc il signe l'empreinte avec sa clé privée. Et après, souvent dans les flux XML, enfin souvent, on peut dans les flux XML, dans une balise qui info, on verra tout à l'heure, envoyer le certificat fait en base 64 avec la clé publique dedans. Enfin, en gros, la personne, elle reprend le certificat, elle extrait la clé publique et elle peut du coup faire les vérifications que le XML n'a pas été changé, que le digest est toujours le même, puis que la signature est valide. Donc là, je fais juste un petit récapitulatif. Donc le chiffrement, ça protège le contenu, ça permet en fait de ne pas voir exactement le contenu. Vraiment, les personnes qui veulent passer les trames, elles ne le voient pas. Signature numérique, par contre, vous verrez quand vous mettrez une signature numérique dans un XML, vous avez en fait toute une balise qui s'ajoute dedans, mais le flux est vraiment visible. Il est visible de tout le monde. Par contre, pour contrôler, c'est que la personne va faire la même opération que vous pour signer. Elle va reprendre le flux XML, recalculer le hash pour pouvoir comparer en fait avec celui qui est mis dans la signature en bas. Ça vous permet en fait de comparer que le document n'a pas été changé et que la signature est valide. Donc il prouve. Donc après j'ai juste mis un tableau. Donc la seule, on va dire les deux seules grosses différences, ça va être la confidentialité ou la signature numérique, c'est pas confidentiel. Le chiffrement, oui, là vraiment on ne voit pas en fait qui a généré le message. Par contre, on peut les chiffrer. L'authenticité, donc là c'est non pareil. Ah oui, non, toutes les couleurs sont différentes. Mais l'intégrité, donc là, c'est plus côté signature numérique et la non-répudiation, c'est pas. Au niveau du chiffrement, si les données ont été altérées, voilà, vous ne savez pas. Par contre, je pense qu'il y a des chances que vous ne pouvez pas déchiffrer. Ça, c'est différent. Lisibilité du message, donc la signature numérique. Vous voyez le message, on verra des exemples tout à l'heure. Contrairement au chiffrage, où c'est vraiment illisible. Enfin, c'est des chiffres, des trucs, c'est rien. Donc, le XML signature, pour en venir au côté XML, c'est une norme W3C. C'est vraiment, c'est très rigide. Hein, c'est vraiment, vous devez respecter cette syntaxe. J'ai mis le petit lien en fait pour si vous voulez aller voir un peu ce qu'on peut faire. Ça va surtout tourner autour de 4 balises. La première, donc c'est signature, c'est le bloc, vraiment qui va contenir toutes les infos de la signature. Qui va contenir du coup le sign info. En fait, c'est cette partie-là. Vous verrez, c'est cette partie-là en fait qu'on va signer. C'est pas le XML, c'est vraiment toute la partie qui sera là-dedans. Et la signature value, du coup, c'est la signature qu'on a calculée à partir de ça, qu'on mettra ici. Voilà, c'est ça le principe en fait de la signature XML. Le key info qui est là, donc on voit le X509 data, etc. Alors ça, c'est une balise, on va dire facultative, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est pour mettre le certificat avec lequel vous avez fait la signature numérique. Moi, j'ai déjà vu en fait dans des échanges où ils mettent le certificat dedans. Et du coup, si le certificat qu'on a déjà, nous, pour décoder, est expiré, par exemple, on peut prendre celui qui est dans le XML
re-extraire la clé publique pour en fait pouvoir décoder. Il y a 3 types de signatures du coup numériques. La première, c'est la plus courante, c'est la signature enveloppée. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir un contenu XML et dans ce contenu XML, par exemple là, ça c'est le contenu, un document, data, etc. Et dedans, après, on va rajouter le bloc justement que je disais tout à l'heure, en dessous. Donc quand on va calculer le hash, par contre, ce bloc-là, par exemple, vous recevez vraiment un XML signé, ce bloc-là, il faudra le retirer pour pouvoir calculer le hash. En fait. C'est vraiment, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc la signature enveloppée, elle fait partie du flux XML. La signature enveloppante, c'est un peu l'inverse. C'est elle qui englobe les données. Donc vous avez le bloc signature, et dedans, c'est là où vous aurez votre document XML. C'est moins courant de l'avoir que la signature enveloppée. Et la troisième, là, c'est plus pour des XML qui sont généralement encore plus gros. C'est que là, on peut faire une signature détachée. Ça veut dire qu'on va signer un document qui, lui, est ailleurs. Souvent, c'est quand on veut détacher, imaginons, on a un document ailleurs et qu'on veut le signer, ben, du coup, on fait 2 documents, on fait la signature en XML et l'autre document qui est à part. Par contre, il faudra bien les deux documents pour pouvoir. Canonisation, c'est 14N. C'est pas des coups de canon qu'on met dans le XML. Hein, c'est un terme un petit peu pas barbare, mais voilà. En gros, ça permet de faire vraiment de convertir les données d'un XML sous une forme unique. Parce que quand on prend ce morceau de XML, au final, on a juste first, power et puis weak en last, avec une balise fermante en fait directement dans la balise. On peut aussi l'écrire comme ça. C'est juste là, on ferme, on n'a rien au milieu, mais on a inversé ces deux-là. Au final, c'est la même chose. Donc, du coup, la canonisation C14N, ce qu'elle permet, c'est que ces deux XML-là vont avoir exactement la même forme. Ça permet vraiment de normer, en fait, pour qu'il y ait moins de différences possibles. Parce que souvent, elle va supprimer donc, les espaces, les attributs, etc. On peut voir que quand on va signer un document, si vous ajoutez un caractère ou vous changez un caractère, la signature, elle ne fonctionne plus. Donc, quand vous faites l'extraction en fait, du XML pour signer, il faut bien faire attention de ne pas modifier le flux parce que sinon, vous êtes sûr que le hash il sera différent et donc la signature ne sera pas vérifiée, etc. Donc, ça uniformise les noms et les encodages de caractères. Puis, j'ai juste mis le lien si vous voulez voir en fait tout ce que ça fait derrière. Ouais, ça fait toute une transformation pour que le flux soit le plus standard possible. Après, comme on aime bien les normes un petit peu, on a la canonisation exclusive cette fois. Une petite variante en fait de la première, c'est qu'elle, elle ne va pas propager les espaces de nommage. Ça veut dire vous avez déjà vu peut-être dans les XML, vous avez souvent des espaces de nommage XMLS, SOAP, etc. Vous voyez, si vous avez des XML de signature, vous en avez toute une palanquée, mais il peut y en avoir jusqu'à une dizaine, une quinzaine, des fois, ça peut, voilà, en fonction de chacun. Et du coup, là, quand on va signer juste la partie élément, enfin, pour calculer, pas signer, mais la canonisation, on va le faire sur la partie élément. Il ne va pas tenir compte en fait de l'espace de nommage du haut parce qu'il ne l'utilise pas. C'est la différence avec le C14N, c'est que lui, la fonction de canonisation exclusive, il va prendre que les espaces de nommage qui sont utilisés dans le flux, enfin dans la partie XML qu'on veut signer. Parce que souvent, dans le XML, vous avez tous les espaces de nommage au début, après, devant les balises de chacun, et des fois, dans le bout qu'on a assigné, tous ceux qui sont en haut, on n'en a pas besoin. C'est ce qu'elle fait, celle-là. Par contre, il faut être sûr de. Voilà, quand on prend le petit élément là, on canonise et après on va faire le hash. Algorithme recommandé, donc là pour calculer l'empreinte, donc le hash ou le digest, n'importe quelle transformation de données, ça fait une empreinte numérique fixe. Ça veut dire que si vous écrivez, enfin que n'importe qui écrit le même XML, le hash, si vous le hashez toujours de la même manière, en SHA-256 par exemple, il aura toujours la même tête. Vous changez un caractère, par contre, le hash il va changer. Donc c'est là où on sait que quand on va contrôler les signatures, si on voit que le hash a changé, on sait que de toute façon, il y a un caractère qui a bougé. Donc un caractère qui change, c'est différent. Vous avez 3 types en fait, d'algorithmes de hachage.
Le SHA-1, en fait, ça c'est un peu l'ancien, mais qui est maintenant à plus utilisé, il est beaucoup moins sécur. Le plus courant qu'il faut utiliser, c'est le 256. C'est vraiment celui qui est le plus répandu maintenant. Puis après, il y a le SHA-3, c'est le dernier qui vient de, enfin, qui vient de sortir. Sorti il y a un moment, mais qui est encore plus sécurisé. Mais vraiment, la grande norme, c'est toujours le SHA-256. Je crois qu'il est sur 128, celui-là, et puis l'autre, il est sur 256. Oui. Donc, cette fois sur la signature. Donc, la signature, ça se passe au même titre que le hash qu'on va mettre en fait dans la balise XML, c'est que là, on peut utiliser les algorithmes soit RSA et SHA-1, 256. Après, il y en a encore d'autres, il y en a encore un autre, mais pas très utilisé. En gros, le principe, c'est que là, il va faire un peu comme nous, il va le hacher, et puis après, il va signer derrière, l'un derrière l'autre. Donc, on dit en gros comment on le hache, enfin, ici, et comment on le signe. Et là, c'est le signe par une clé RSA. Standard actuel utilisé. Donc là, dans le XML, on va dire ici, en gros, on va utiliser la méthode de signature, on va faire du RSA et SHA 256. Voilà. Bon, ça, c'est un petit schéma en fait pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a nos données. Donc ça va être notre XML. Souvent, c'est la balise. En dessous de la balise body, vous avez une balise à signer. Vous prenez toutes ces données-là, vous en calculez un hash, donc ça va faire une empreinte. Celle que n'importe qui fait, en fait, qui retombera toujours sur la même. Et c'est à partir de votre clé privée que vous allez en fait faire la signature de cette partie-là. Je mets le certificat parce qu'au final, comme je disais, il était facultatif. Donc, si vous mettez le certificat dans la balise X509, ça veut dire que vous allez avoir deux références dans le. Je vais remonter un petit peu dans l'autre, un petit peu plus haut. On les voit. Et ici. Non, ça, c'est la signature. On va y arriver. Voilà. Qui est fou. Voilà. Vous avez dans le sign info, vous avez une référence avec une URI. URI, en fait, ça va être on verra, ça va être le lien avec le XML. Lui, il aura un ID en fait de la balise qu'on veut signer. Et si on veut signer cette partie-là, ça veut dire qu'on va avoir une deuxième référence avec une autre URI qui fera référence en fait au key info. Et du coup, dans le sign info, on aura les deux. On aura ça et on aura le XML dedans. Sous le même principe, il sera haché. On va mettre dedans et après on va signer. On va redescendre. Ça fait avec deux schémas. D'où il y a deux schémas. Donc là, il y a le certificat. Donc là, soit on l'incorpore et puis du coup, on signe les deux. Et puis après, vous avez la liaison des données. Et ça vous fait vraiment votre XML signé qui partira en fait. Ça peut être des web services après qu'on appelle qu'on reçoit, etc. La vérification, du coup, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que là, par exemple, on vous a appelé. Donc ça, c'est la vérif, on va dire. Et puis vous renvoyez et ça, c'est la signature. Donc la partie vérification, c'est un peu le chemin inverse. C'est que là, on va prendre le document donc avec le certificat qui va à Caron. On va séparer les deux. Donc, on va séparer la partie donnée et la balise signature. On va les mettre les deux l'un à côté de l'autre. On va recalculer le hash en fait, de la partie donnée pour savoir en fait quel hash nous on a reçu, enfin quelle donnée on a reçu et qu'on a haché. Ça fait une empreinte. Et on reçoit après, avec la partie signature, nous on va décoder avec la clé publique la signature qu'on a reçue. Enfin, en gros, c'est dans le signature value qu'on a reçu. Si le résultat est le même, en fait, c'est que le fichier, le XML n'a pas été modifié, donc la signature est valide. Si là, vous arrivez avec un résultat différent, quand vous calculez le hash ici et puis de celui qui est là-dedans, ça veut dire que les données ont changé. Ou que vous êtes en train de le développer et puis que ce n'est pas encore finalisé, mais voilà, il faut arriver en fait à la même empreinte à la fin. Donc si les empreintes sont identiques, c'est que la signature est valide. Donc on verra tout à l'heure quand on va lancer, c'est par des commandes open source, on va dire, c'est du OpenSSL. Quand il va vérifier, il va mettre en toutes lettres Verified OK. Ça veut dire qu'en fait, on va lui donner le fichier de données
on va lui dire la signature c'est là, on va lui donner la clé publique pour lui dire avec cette clé publique on décrypte. Et lui, il va dire si c'est OK ou pas. Hop. Je vais passer un peu au cas pratique. Donc là, pour ce cas pratique là, sur IBMI, j'ai utilisé les modules open source. Voilà, c'est le cas qu'on a trouvé, on va dire le cas le plus simple pour les mettre en place, qu'on a trouvé. Après, il y en a d'autres, hein, enfin, il y en a d'autres. On verra tout à l'heure, mais vous pouvez utiliser d'autres techno, Java, PHP, ou je sais pas quoi. Ils ont des bibliothèques, des librairies pour le faire de leur côté. Donc les deux modules open source qu'on va utiliser, ça va être le OpenSSL. Donc ça va être vraiment pour tout ce qui est gestion de clés, gestion enfin de signature, de vérification de signature. Et le module XMLint, lui, il fait un peu de la mise en forme de XML. Donc si on veut retirer des choses, et principalement la canonisation. C'est lui qui va apporter cette fonctionnalité. Juste pour le cas pratique, je ne suis pas parti d'un certificat, je me suis créé une clé privée et j'ai extrait la clé publique derrière. Pour faire le même principe. Hein, mais théoriquement, vous allez vous échanger les certificats, vous allez extraire, enfin, vous allez avoir le vôtre avec votre clé privée, que vous allez envoyer le certificat en face, et inversement. Ça, vous allez avoir de votre côté pour pouvoir signer les données et l'envoyer, puis que la personne puisse décoder, et inversement, ceux qui vous écrivent, que vous puissiez décoder. Juste, il faudra vérifier que les modules sources soient installés déjà, parce que si on ne les a pas, ça marche moins bien. Là, j'ai fait ma capture parce que j'ai mis à jour lundi sur notre machine. Donc là, on est en 3.0.16. Donc juste les deux modules OpenSSL et libxml. Bon, bien sûr, si vous pouvez le faire via ACS, si votre machine est connectée à Internet. Si elle n'est pas connectée, après, il y a d'autres façons. Hein. Vous pouvez récupérer depuis le site d'IBM en fait, les modules et puis après les mettre sur votre machine. Tu peux rajouter un ACS, tu peux le faire aussi. Non, un petit bouton pour faire le proxy. Ah non, ACS, oui, pour des boutons. OK. Oui, pour passer par le proxy du PC. Le PC client devient proxy pour pouvoir accéder directement sur les dépôts d'IBM. Même si l'IBMI n'est pas directement ouvert sur le. Donc, juste un petit. Je vais mettre les fichiers que j'utilise hein, parce que souvent, ça va avoir des noms. On va avoir plusieurs fichiers qui seront générés du coup sur l'IFS là pour le coup. Alors, on va avoir notre clé privée du coup, en haut, la key.pv. Avec cette clé privée, on va générer la clé publique. On va la sortir, l'extraire. Notre fichier XML assigné, donc j'ai créé un fichier XML moi-même, on va dire, c'est juste, je veux signer un XML. Le même fichier, mais cette fois canonisé, donc remis en forme. Le hash qui sera calculé sur le fichier canonisé pour être sûr que c'est vraiment le fichier de la standard. Et ensuite, on va calculer la signature qu'on mettra dans un fichier. Donc, toutes ces opérations-là, quand on les fait avec OpenSSL, si vous faites une sortie fichier, limite, vous aurez un fichier à chaque commande. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mutualiser un peu les commandes. C'est par exemple faire dans le même script, vous faites la canonisation et la signature, la calcul du hash, puis la signature du hash en fait, qui sort en sortie. Vous mettez des pipes en fait, pour lancer les commandes successivement. Le souci, c'est que quand on est en dev, souvent, quand vous avez des problèmes, vous allez bien savoir d'où ça vient. Step by step, quoi. Voilà. Donc, vous faites chaque script l'un après l'autre. OK, vous aurez plus de fichiers. Et une fois que tout fonctionne bien, vous pouvez les mutualiser en un. Donc, génération de la clé privée. Donc là, j'ai bien mis le chemin complet en fait, de la commande hein, parce que là, c'est sur les nouveaux packages open source. Après, voilà. Il y a des anciens d'IBM, mais bon, c'est mieux d'utiliser ceux-là. Pour tous les paramètres, donc générer ça, commande pour générer clé privée. Alors ça, je le fais, comme dit, parce que je n'ai pas de certificat auto-signé, j'aurais pu en générer un. C'était un pour extraire public, donc là, je me suis créé une clé privée. -out, donc c'est le nom du fichier qu'on va avoir en sortie de commande. Et la taille en fait de la clé en bits. Alors, si vous voulez du 1024, du 2048, etc. Bon, là j'ai pris 4416. Bon, c'est déjà pas mal.
Et on voit bien qu'une fois qu'on lance en fait toute cette commande-là, donc là, je me suis mis en bas, je fais un call QP2 pour lancer la commande. Bah là, en fait, ça m'a bien créé dans PW 2025. Et j'ai fait un CD pour générer n'importe où. La clé privée. Là, on a déjà notre clé privée. À partir de la clé privée, du coup, cette fois, on va extraire la clé publique. Vu que c'est le couple de clés, toujours OpenSSL RSA, -in, donc là, il faut lui dire en entrée, on a cette clé privée. Et en sortie, je veux que tu me génères la clé publique dans un key.pu. Là, c'est tous les paramètres. Donc là, j'ai dit, c'est la même commande, j'ai juste copié-collé. Et en sortie avec le petit guillemet, voilà, là, il décrit en fait la clé RSA. Et après, ça montre que j'ai vraiment maintenant, j'ai deux fichiers, j'ai ma clé privée et ma clé publique. Là, c'est pas bien, je les ai les deux au même endroit. Oui, au même endroit. Je dis qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait dans l'exemple. Mais voilà. Il ne faut pas le faire. Mais il faut pas le C'est ce faire. que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Là, cette fois, bon, faut bien que je mette des données. Donc, du coup, j'ai créé un petit XML vite fait. Donc, Power Week, data du 18 au 20 novembre. Et après, j'ai fait exprès, j'ai juste mis une balise fin comme ça, qui ne sert à rien. Et c'est juste pour vous montrer en fait à quoi ça va ressembler une fois que la canalisation sera passée. Parce que c'est justement sur ce genre de balise que lui, il agit. Toutes les balises auto-fermées, eh ben, il va mettre la balise fermante en face. Ils vont enlever le slash, enfin le backslash. Non, le slash, pardon. Le slash, et il va canoniser le tout. Donc là, bon, j'ai mon fichier en plus, cette fois, avec PW 2025. Canoniser le XML, donc c'est là où cette fois on change de commande, on passe plus sur de l'OpenSSL, mais on passe sur du XMLint, qui lui va faire de la mise en forme. Donc on lui dit le -EXC14N, en fait c'est exclusive C14N. Vous avez aussi le C14N classique, mais là on utilise vraiment la canonisation exclusive pour ne pas propager les espaces de nommage. Bon là j'ai pas mis d'espace de nommage, j'aurais peut-être dû, mais pour montrer qu'il ne les propage pas. Ça c'est le fichier du coup d'origine que j'ai créé juste avant. Et le fichier C14N, donc ça va être celui qui sera canonisé. Et une fois que j'ai lancé la commande, vous voyez, par exemple, la balise de fin, là, il l'a fermée cette fois. Voilà, ça sert à ça. Et c'est pour ça que quand vous signez, si vous signez, par exemple, vous dites, je vais prendre mon bloc XML et je vais signer, le H, il ne va jamais retomber sur la même chose. Parce que, en fait, ceux qui ils attendent en fait une C14N exclusive, et nous, on ne le fait pas, du coup, le H est différent. Enfin, le XML est différent, donc le H est différent. Donc la signature, elle pète. C'est pas bon. Ouais, et puis si on avait inversé des tags, ça aurait mis data avant ou après. Là, il aurait même mis une erreur si on avait fermé directement le fin avant l'ouverture. Quand il y a des, erreurs, il le dit. Okay. Il le sort parce que, quand moi j'avais fait un exemple justement de signature numérique, c'est que des fois, je sais plus ce que j'avais. Ah oui, j'avais coupé, en fait, j'avais extrait des données et la balise de fin, je l'avais dégagée. Ouais. Et du coup, il me dit, non, les données ne sont pas bonnes, je ne peux pas le faire. D'accord. Et si on avait inversé la balise, les balises fin et les balises data, ils les auraient remis dans le bon ordre? Non, là, il les aurait laissés. Là, il les aurait laissés parce qu'on n'a pas une référence à. Là, il les aurait laissés parce que lui, l'ordre en fait qu'il les met là, comme elles sont, il n'y touche pas. Ah, d'accord. Par contre, c'est juste les ouvertures-fermetures qui va changer. Ah, je pensais ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'il se référait à un modèle de. Non, je n'ai pas bien compris. C'est peut-être les espaces de nommage. Ouais, c'est les espaces de nommage. Bon, là, j'en ai pas, mais par exemple, là, on aurait pu avoir XT 2 points. Voilà. Et en haut, il peut y avoir de SOAP 2 points, souvent, c'est du SOAP. Et là, SOAP, lui, il va pas mettre l'espace de nommage. Par contre, si j'en avais un, il aurait mis XMLS, machin, il l'aurait défini ici. Enfin, en gros, tous les espaces de nommage que j'aurais eu à l'intérieur, il les aurait mis en fait dans la première liste. Okay. Et sinon, l'ordre vraiment des données XML, il ne va pas y toucher. Par contre, si vous avez, vous mettez un blanc ici, je ne sais pas si ça passe, mais voilà, il va les corriger. Il va tout changer. Il va normaliser le truc. Une fois qu'on a canonisé, donc cette fois, on a vraiment notre XML qui est norme standard. C'est là où on va vraiment calculer l'empreinte. Un petit peu plus de paramètres.
Cette fois, on utilise toujours on revient sur la commande SSL. Donc DGST pour digest, en fait, pour empreinte. En gros, je veux manipuler, en fait, je veux que tu manipules une empreinte. Binary, là, je vais sortir l'empreinte en format binaire, au moins 0, 1, etc. L'algorithme de hash, je vais utiliser du SHA 256 pour rester un peu standard, classique. Voilà. Et le fichier pour calculer le hash, en fait, tu vas me calculer le hash sur le fichier PW 2025. Voilà, c'est 14N. Vraiment le canoniser. Et en sortie, bah, du coup, tu me fais un autre fichier, cette fois, encore un nouveau, qui lui s'appelle h.b. Donc là, on a notre flux XML canonisé, on a calculé le hash. Et du coup, l'étape suivante, c'est qu'après, on va signer le hash. Alors là, je le fais direct. Vous verrez que la signature numérique, j'ai un exemple après, ça sera la balise, mais vous utilisez OpenSCP qui est utile. Cette fois, on utilise les utilitaires de clés. On lui dit qu'on veut signer, donc -sign. Enfin, j'ai peut-être pas tout, si j'ai tout mis P qui utilise ça, voilà, signer les données. En entrée, donc qu'est-ce qu'on veut signer? Du coup, le hash, c'est celui-là. Avec consigne, donc on a dit, on signe avec la clé privée qu'on a. Donc c'est notre clé privée. Le format de la clé privée. Alors, je fonctionne beaucoup en format PEM parce que ça permet, on a le début et la fin, et puis on voit ce qu'il y a au milieu. C'est plus facile à lire. Donc là, j'ai dit, c'est une clé au format PEM. Les options, pour calculer le hash, en fait, tu utilises du SHA-256. Et en sortie, après, tu me sors la signature dans le fichier. Là, on va se retrouver avec tout ça. Théoriquement, celui-là, on le fait, comme dit. Donc le hash, la clé, et puis après, les XML et la signature qu'on va générer. Et pour faire l'essai, si on a bien fait les choses, théoriquement, on va arriver à ça. Donc là, pour vérifier, cette fois, on va utiliser le digest, on va faire un verify, c'est qu'on va lui dire, maintenant, moi j'ai un fichier de signature et je veux que tu me le vérifies. Pour le vérifier, du coup, il faudra qu'on lui donne le fichier XML qui est contenu dedans et la signature. Et lui, il va faire en fait toutes les opérations pour vérifier si les deux matchent. Voilà. Vu que je viens de le faire, sauf si j'ai mal fait les choses, mais voilà, pour tomber sur les mêmes choses, ça vous permet au moins de vérifier que la signature que vous avez faite correspond bien. Donc, pareil, on manipule les digests. -verify, donc là, je veux vérifier à l'aide de la clé publique la signature. C'est la clé publique qu'on avait avant. Donc, théoriquement, elle est en face. Et la personne, elle reçoit votre flux, hop, elle prend la clé publique que vous lui avez donnée et puis elle décode. On reprécise le format de la clé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le format par défaut, de toute façon, c'est PEM. C'est juste que là, je l'ai reforcé, mais vous êtes exhaustif. Il n'y a pas d'ambiguïté comme ça. Le SHA-256, donc tiré binary, donc le hash utilisé pour générer, etc., plus le format. Donc je veux qu'il le fasse, puis après qu'il me le fasse en binaire. La signature, c'est le fichier qu'on a généré tout à l'heure, PW 2025.signature, fichier contenant signature, et le fichier original. Dans un flux XML, théoriquement, vous n'avez pas le fichier, enfin, sauf si vous avez une signature détachée. Et théoriquement, vous avez les deux en un. Vous avez le flux XML et votre balise signature qui est en dessous. Donc, quand vous allez recevoir le flux, il faudra retirer le flux signature. Vous prenez votre flux XML, donc ça, vous le canonisez, vous en faites un XML C14N. Moi, je mets souvent des suffixes pour vérifier que je sache si c'est le fichier original ou si c'est le fichier canonisé. Côté signature, vous allez extraire la signature value. Après, vous pouvez faire toutes vos opérations. Et là, avec toute la petite commande, là, vous pouvez vérifier si après la signature est OK. Si vous dites que c'est OK, ça veut dire que le flux n'a pas été altéré et que vous avez bien les bonnes infos dedans. Donc, signature enveloppée, j'ai juste mis un petit peu les étapes, justement, quand vous avez une signature enveloppée que vous voulez décoder. Donc, ce que vous faites, c'est que vous calculez le hash sur le XML en fait, que vous recevez, donc en ayant sorti la balise signature.
Ah oui, non, pour le signer, pardon, pas pour le vérifier. Vous avez votre hash, vous le calculez sur le XML. Vous l'ajoutez dans la balise sign info pour lui dire, ben, voilà, mon hash, c'est celui-là. Après, vous calculez le hash à partir de cette balise-là. En fait, vous ne calculez pas le hash, enfin, vous recalculez le hash en fait, sur cette sign info et vous l'ajoutez dans la balise signature. Enfin, pardon. Vous avez calculé le hash et vous signez en même temps, que vous mettez après dans la balise signature value. Et vous incorporez après tout le bloc, vous le remettez après dans votre XML. C'est là où il faut bien faire attention, c'est que quand vous le remettez dedans, pas ajouter des caractères. Il faut être bien vigilant à ça. C'est que si vous ajoutez un espace pour dire, allez, je vais remettre une indentation, c'est plus beau, machin, là c'est mort. La personne qui va le recevoir, ça ne fonctionnera plus. Et en gros, bah, ça va ressembler. Alors là encore, c'est un petit, parce que j'ai juste mis ça. Oui. Généralement, les XML que vous recevez, c'est déjà des belles bêtes. Et dedans, bah, vous avez votre balise signature qui est tout là. Donc moi, j'ai dit, bah, je vais signer ça. J'ai mis un ID ici. Donc vous voyez, dans référence, vous dites, l'URI, c'est celle-là. J'aurais dû indenter un peu plus. Donc cette URI-là, et dedans, on va lui dire comment j'ai transformé ça et quel hash j'ai calculé. Donc j'ai pris tout le bloc PowerWeek, je l'ai canonisé, j'ai calculé le hash, je l'ai mis là, dans le digest value. J'ai juste dit après comment je l'ai haché, hein, du SHA 256, du... Quel hash, ouais. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que toute la balise, la sign info, eh ben, c'est celle-là qu'en fait, je vais calculer les signatures à partir de celle-là. Donc je vais calculer le hash et je vais le signer et je vais le mettre là. Pas si c'est... En gros, on va pas hacher ça et signer. C'est cette partie-là qui va se retrouver là-dedans. On va pas mettre tout le flux en fait. On va juste mettre l'empreinte ici, ce qui correspond un peu au flux hein, au final. On va mettre l'empreinte ici et c'est cette partie-là qu'on va signer et qu'on va mettre ici. Voilà, c'est les étapes. On peut se tromper au départ en fait, c'est qu'on essaye de calculer le hash. On pense que c'est ça qui est signé. Enfin, c'est vraiment le flux XML, mais en fait non. C'est vraiment la partie sign info qui elle est signée. Enfin, est hachée et signée. C'est pas ça. Ça, en fait, au final, ça sert juste à calculer le hash qui est ici et à faire les vérifications quand vous recevez un flux. Voilà. Vous auriez pu avoir deux références, hein, comme dit, si vous propagez aussi le certificat. Et ben, là, j'ai référence URI, j'en ai une. Au final, tout ce bloc-là, vous pouvez en avoir une deuxième référence, qui elle, ça sera votre key info qui sera en dessous de celui-là. Du coup, la conclusion, en fait, c'est qu'au niveau de l'open source, on peut faire de la signature numérique. Il faudra juste, on va dire, il faut faire attention vraiment quand on fait les extractions de blocs XML, etc. Il faut bien faire attention au blanc. Surtout là où on se fait avoir. C'est que des fois, je sais pas, on a déclaré le truc en char ou en varchar, et puis du coup, on a des blancs qui se baladent. Au nombre de fichiers générés, donc comme dit au départ, quand on génère un fichier parce que là, au final, j'ai juste fait un flux, un exemple. Si vous en recevez 100 par jour, vous multipliez le nombre de fichiers par 100. Voilà. Si vous êtes en phase de recettes, par exemple, là, c'est plus 100 par jour, vous allez peut-être en faire 3000 plus, et du coup, ça se multipliera au nombre de fichiers. Donc, une fois que vraiment vous êtes au point sur la mécanique, vous condensez tout en un ou deux scripts, hein, pas forcément. Voilà. Ça permet de réduire le nombre de fichiers. Les alternatives, alors ça dépend ce que vous devez faire. Au niveau IBM, il y a deux API. On a dit ça il y a un an, je les aurais peut-être pas mises. Et là, je les mets. C'est qu'en fait, il y avait des petits bugs là-dedans. Et elles ne fonctionnaient pas correctement, les API de vérification. Là, maintenant, il y a eu une PTF, donc maintenant, c'est corrigé. C'est Nathanaël qui l'avait créé de mémoire. Peut-être même Christian Massé à l'époque, je ne sais plus. Et voilà, celle-là, elle ne fonctionnait pas. Mais là,
Par contre, le problème, c'est que vous pouvez les utiliser, mais si vous avez de la canonisation, ça, il ne le gère pas. D'accord. Vous êtes un peu coincé. Là, ça marche bien si vous avez un flux JSON ou XML, et puis que vous n'avez pas de transformation à faire, vous pouvez passer par ça, ça fonctionne très bien. Ouais, moi, Par contre, si vous avez de la canonisation, du genre de choses, vous ne pourrez pas passer. Enfin, ou soit vous pourrez passer par ça, mais vraiment à une étape. Et au final, quand vous avez fait les trois quarts du chemin en open source, Oui. est-ce que c'est la peine après de le faire en API? Oups. De le faire en API, voilà, D'accord. j'ai moins de. Après, il y a d'autres. Je donne juste d'autres alternatives parce que j'ai vu que chez un client, ils avaient créé ça, mais il y a plus de 10-15 ans. Ils avaient installé en fait les bibliothèques Java sur l'IBMI. Et dans Java, il y a des librairies en fait, qui vous donnent des fonctions à utiliser. Alors la mécanique, par contre, il faut la connaître, parce qu'il faut quand même faire les étapes dans l'ordre. Et il va faire tout seul, un peu tout seul. Après, il faut connaître le Java, il faut le mettre à jour. Quand il ne marche pas, c'est le bordel. Enfin voilà, je pense que vous connaissez un peu les problématiques du Java. Il existe aussi il y en a qui le font en PHP. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense qu'il y en a certainement d'autres. Hein. Je ne sais pas si. Parce que là, vous avez donné les API IBM en crypte, décrypte, mais on peut le faire en SQL aussi maintenant. Oui, peut-être avec les. Mais par contre, il faut les dernières TR. Oui. Mais voilà, moi, par exemple, il y a des mots de passe que je crypte comme ça en SQL, quoi, pour l'avoir Oui, oui, ça, oui, vous pouvez. en 256 d'ailleurs, pour faire propre. C'est Depuis bien, peu. c'est bien. Ouais. Mais voilà, Après, les API, généralement, enfin, les fonctions SQL, généralement, elles se basent sur les API. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est possible que Mais oui, derrière. disons que c'est plus, C'est beaucoup plus c'est facile. plus, d'utiliser, comment, c'est c'est plus performant. facile pour les néophytes. Et on garde la même performance. Voilà, c'est plus facile pour les néophytes de voir un select que de voir. Voilà, ça vulgarise bien le programme, quoi. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ouais, c'est vrai que en fait, le problème des signatures numériques, bon, bah, déjà, Oui. faut connaître ce que les clés privées, les certificats, etc. Et après, dans l'XML, il faut comprendre comment le signer. D'accord. Non, mais c'était un bon rappel pour nous. Là, Parce que de prime abord, on se dit, bah, je vais signer le flux XML, mais en fait, non, c'est juste tu calcules le hash, tu le mets à un endroit et tu calcules la signature sur ce petit morceau-là. sur ce bout-là, Voilà. uniquement. C'était un petit peu pas le plus dur à comprendre, mais voilà, il fallait comprendre la mécanique avant de pouvoir faire. Parce que du coup, tant qu'on n'a pas compris ça, ben, les commandes NSSL, tout ça, ben, on les lance dans le désordre ou des fois on canonise pas au moment où il faut. Enfin, Voilà. Bon, bah, super. je suis un peu en avance, mais